Ces dernières semaines, le système politique et institutionnel des États-Unis a été soumis à des tensions qui dépassent largement les clivages partisans habituels. L'enjeu ne se limite pas à l'application des lois sur l'immigration ou à la conduite des politiques intérieures. Il concerne également la relation même entre les pouvoirs exécutifs et judiciaires et les limites constitutionnelles, à l'heure où le pays observe un monde en pleine tourmente. Conflits armés, différends énergétiques, réalignements stratégiques et crises de crédibilité institutionnelle font que tout signe de rupture interne à Washington a des répercussions bien au-delà de ses frontières. Les États-Unis demeurent l'axe central du système international. Les décisions rendues par les tribunaux fédéraux ne se limitent pas aux procédures juridiques. Elles façonnent les alliances, légitiment ou fragilisent les discours officiels et influencent la manière dont les adversaires stratégiques, de l'Eurasie à l'Amérique latine, perçoivent la stabilité de la démocratie américaine. C'est dans ce contexte qu'un conflit juridique particulier a cessé d'être une simple affaire intérieure pour devenir un test crucial du pouvoir entre les institutions. Récemment, un juge fédéral de Washington a remis en question les agissements du pouvoir exécutif concernant le transfert forcé de plus d'une centaine de personnes du territoire américain vers une prison de haute sécurité au Salvador, malgré une décision de justice explicite interdisant ce transfert. Le point essentiel n'est pas la nature des accusations portées contre ces personnes, mais la méthode employée par le gouvernement. Ignorer délibérément une décision de justice valide. Cette décision a déclenché une alerte institutionnelle. Lorsque le pouvoir exécutif décide que les décisions de justice sont facultatives, le conflit cesse d'être administratif et devient structurel. Sur le plan stratégique, il représente un affrontement direct entre la logique du pouvoir politique et le principe de l'état de droit. La juge en charge de l'affaire, figure reconnue du système judiciaire américain pour sa rigueur technique, sa modération et son attachement aux institutions, a clairement indiqué qu'elle n'accepterait aucune réponse évasive. Après avoir exigé des explications formelles, elle a ordonné aux autorités directement impliquées dans la décision de soumettre des déclarations détaillées, expliquant comment et pourquoi l'ordonnance du tribunal avait été enfreinte. L'objectif était simple mais aussi explosif. Déterminer si le comportement en question constituait un outrage au tribunal. La réaction de l'exécutif fut immédiate et coordonnée. Au lieu de fournir les clarifications demandées, les autorités ont invoqué un ensemble de privilèges juridiques. Secret professionnel de l'avocat, privilège de l'exécutif, protection des initiés, dans une tentative manifeste d'empêcher tout examen approfondi des événements survenus en coulisses. Cette stratégie, courante dans les conflits politiques, est rarement efficace lorsqu'il existe des preuves de violation flagrante des décisions de justice. La juge a rejeté la manœuvre. Selon elle, les affirmations générales de privilèges ne résistent pas à l'épreuve des preuves indiquant que ces mêmes mécanismes ont pu servir à dissimuler des actes illégaux. Le système juridique américain reconnaît un principe fondamental, l'exception de fraude et de crime. Lorsque des communications protégées sont utilisées pour faciliter ou dissimuler des crimes, le privilège cesse tout simplement d'être applicable. En réaffirmant sa position, la juge a clairement indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un débat théorique ou symbolique. Plus d'une centaine de personnes ont été expulsées du pays sans audience régulière et détenues dans un centre étranger connu internationalement pour des allégations d'abus et de mauvais traitements. Tout cela s'est produit malgré une décision de justice express interdisant le transfert. Le tribunal avait besoin d'une réponse claire. Cette opération était-elle le résultat d'une erreur administrative ou d'une décision consciente de défier le pouvoir judiciaire? Ce point donne à l'affaire une toute autre dimension. S'il est prouvé que les autorités ont délibérément choisi d'ignorer une décision de justice, le précédent institutionnel serait désastreux. Il ouvrirait la voie à ce que tout gouvernement futur considère les décisions judiciaires comme de simples suggestions, et non comme des injonctions contraignantes. Sur le plan géopolitique, cela compromet la crédibilité des États-Unis lorsqu'ils exigent le respect de l'état de droit de la part des autres pays. La réaction du ministère de la Justice a exacerbé les tensions. Au lieu de coopérer, l'agence s'en est prise publiquement à la juge, qualifiant ses agissements d'activisme judiciaire et accusant le tribunal de menacer la séparation des pouvoirs. Parallèlement, elle a tenté de bloquer la procédure par un recours d'urgence devant une juridiction supérieure.
une manœuvre extrême qui aboutit rarement. La rhétorique employée par le pouvoir exécutif était révélatrice. L'attention s'est déplacée du respect de la décision judiciaire vers la justification politique de l'éviction d'individus publiquement qualifiés de menaces extrêmes pour la sécurité nationale. Ce changement de discours est stratégique. Il déplace le débat du champ juridique vers le champ émotionnel, donnant l'impression que toute remise en question judiciaire équivaut à une complicité avec le crime. Mais cet argument ne tient pas juridiquement. La Cour suprême des États-Unis a déjà clairement établi que même les personnes soupçonnées de crimes graves ne peuvent être expulsées du pays sans procédure régulière. Le délai de notification minimal et la possibilité de contester l'expulsion sont des fondements constitutionnels et non des concessions politiques. Entre-temps, le tribunal a poursuivi sa procédure. Face au refus des autorités de fournir des déclarations officielles, le juge a indiqué que des audiences publiques avec témoins seraient non seulement appropriées, mais nécessaires. Cette décision bouleverse complètement l'équilibre des pouvoirs. Les audiences publiques, avec témoignages sous serment, font peser de réels risques juridiques sur toute autorité concernée. Dans ce contexte, un élément particulièrement délicat apparaît: un ancien membre du ministère de la Justice, présent lors des discussions internes concernant l'opération, qui aurait été démis de ses fonctions après avoir répondu honnêtement aux questions du tribunal. Cette personne se présente désormais comme un lanceur d'alerte potentiel, détenant des documents internes susceptibles d'éclairer les responsables des décisions et leur niveau de connaissance juridique. D'un point de vue stratégique, la situation est explosive. L'affaire ne dépend plus de la coopération du pouvoir exécutif et repose désormais sur des preuves indépendantes. Même si les autorités refusent de témoigner, le tribunal peut prononcer une condamnation sur la base de témoignages alternatifs, de documents et d'éléments de preuve à charge. Dans ce cas, une accusation d'outrage au tribunal devient non seulement possible, mais probable. Et une telle décision ne touche pas seulement des individus. Elle marque institutionnellement toute une administration. Pendant ce temps, alliés et adversaires internationaux suivent la situation de près. Les pays qui accusent déjà les États-Unis d'appliquer 2 poids, 2 mesures dans leur discours sur les droits de l'homme voient dans cet épisode une confirmation de leur critique. Les régimes autoritaires instrumentalisent l'affaire pour délégitimer la pression américaine. Même les partenaires stratégiques, notamment en Amérique latine, évaluent avec prudence la prévisibilité juridique de Washington. Le Salvador, quant à lui, se trouve dans une position délicate. En acceptant d'accueillir des personnes transférées dans des conditions contestées juridiquement, le pays devient malgré lui partie prenante à un différend institutionnel américain. Cela engendre des risques diplomatiques, notamment si de futures décisions de justice reconnaissent des violations des droits fondamentaux. En interne, l'impact est également profond. L'insistance du pouvoir exécutif à s'en prendre au pouvoir judiciaire renforce le sentiment d'érosion institutionnelle. Les juges fédéraux, traditionnellement discrets, ont commencé à adopter une position plus affirmée, indiquant qu'ils n'accepteront pas d'être ignorés sans réagir. Cela suggère un changement d'équilibre. Le système commence à se défendre. Rien de tout cela ne se produit de manière isolée. Dans d'autres affaires récentes, les tribunaux fédéraux ont explicitement constaté la perte de crédibilité des déclarations officielles du gouvernement. Le langage judiciaire est devenu plus dur, plus direct, signe que la patience des institutions atteint ses limites. Voilà le véritable contexte de cette affaire. Il ne s'agit pas seulement d'immigration, mais de savoir qui détermine les limites du pouvoir aux États-Unis. La poursuite de ce conflit place le système institutionnel américain face à un dilemme qui dépasse largement le cadre d'une simple procédure judiciaire. Lorsque le pouvoir exécutif choisit de s'opposer ouvertement au pouvoir judiciaire, le conflit cesse d'être purement juridique et devient systémique. Au fond, l'enjeu est de savoir qui détient l'autorité suprême pour interpréter et appliquer la loi dans un contexte de forte polarisation politique. La position adoptée par le gouvernement révèle un calcul clair: transformer un possible outrage à magistrat en confrontation politique. En s'attaquant à la légitimité du magistrat, le pouvoir exécutif tente de déplacer le débat de la légalité vers un récit de persécution institutionnelle. Cette stratégie poursuit un double objectif:
mobiliser sa base politique interne et intimider les autres juges susceptibles de rendre des décisions similaires à l'avenir. Mais ce type de démarche comporte des risques importants. Historiquement, le système judiciaire fédéral américain a toujours fait preuve d'une grande tolérance envers les contestations directes de son autorité. Lorsqu'un tribunal estime que ses décisions ont été délibérément ignorées, sa réaction est généralement ferme, non seulement pour régler le cas précis, mais aussi pour préserver l'intégrité du système dans son ensemble. À ce stade, le rôle des témoins devient crucial. La possibilité d'entendre, sous serment, des personnes ayant participé à des discussions internes révèle une faille critique du pouvoir exécutif. Contrairement aux déclarations officielles, les témoignages formels engagent la responsabilité personnelle. De fausses déclarations peuvent entraîner de nouvelles poursuites, des omissions stratégiques peuvent être interprétées comme un acte de mauvaise foi. Dans ce contexte, le simple fait d'assister à une audience représente déjà un risque politique et juridique considérable. La qualification d'outrage au tribunal comme délit aurait des conséquences importantes. Premièrement, elle établirait un précédent historique de responsabilité directe pour la violation délibérée des décisions de justice en matière d'immigration. Deuxièmement, elle renforcerait la position des autres juridictions fédérales saisies d'affaires similaires, créant ainsi un environnement moins propice aux manœuvres d'évasion institutionnelle. Troisièmement, elle enverrait un signal clair. La rhétorique politique ne saurait se substituer au respect de la loi. L'impact international de ce scénario est considérable. Alors que les États-Unis cherchent à réaffirmer leur leadership moral et juridique sur la scène internationale, les épisodes de mépris interne pour l'état de droit fragilisent cette position. Les pays confrontés à des sanctions, des critiques ou des pressions diplomatiques pour violation des droits humains suivent de près ce type de crise institutionnelle à Washington. En Amérique latine, les répercussions sont encore plus sensibles. Le transfert de personnes vers une prison étrangère, dans des conditions juridiquement contestées, ravive le souvenir d'interventions et de décisions unilatérales. Les gouvernements de la région évaluent si une coopération avec les politiques américaines pourrait les exposer à des risques juridiques ou diplomatiques à l'avenir. Cet épisode met la confiance à l'épreuve. Pour le Salvador, s'impliquer dans cette affaire crée une situation délicate. En acceptant de détenir des personnes transférées dans des circonstances controversées, le pays se retrouve associé à un différend juridique qu'il ne maîtrise pas. Si les tribunaux américains reconnaissent des violations des droits fondamentaux, la pression internationale pourrait s'exercer non seulement sur Washington, mais aussi sur ceux qui ont concrètement procédé à ces détentions. En interne, l'effet le plus durable pourrait être un changement de position au sein même du pouvoir judiciaire. Après des mois de tentatives d'aménagement institutionnel, demandes d'éclaircissement, prolongation de délais, possibilité de régularisation, le sentiment que la coopération ne sera pas réciproque se répand. Cela conduit les juges à adopter une approche plus ferme, moins tolérante envers les justifications vagues et plus enclin à imposer des sanctions. Ce durcissement des relations ne surgit pas de nulle part. Il résulte d'une série d'épisodes où des informations incomplètes, des versions contradictoires et des réponses évasives ont miné la confiance entre les différentes branches du gouvernement. Lorsqu'un tribunal commence à douter de la véracité des informations fournies par l'État, les relations institutionnelles se détériorent rapidement. D'un point de vue stratégique, l'exécutif se trouve face à un dilemme classique. Reculer et coopérer pourrait être perçu politiquement comme un signe de faiblesse. À l'inverse, s'engager dans la confrontation accroît considérablement le risque de défaite judiciaire aux conséquences durables. Aucune de ces options n'est sans conséquences. Le scénario le plus probable est une escalade maîtrisée, mais tendue. Les audiences se poursuivent, les principaux témoins sont entendus, et les décisions provisoires confortent l'autorité du tribunal. Chaque nouvelle ordonnance judiciaire enrichit le récit historique du conflit, créant une trace documentaire difficilement réversible. Ce dossier constitue, en soi, un facteur stratégique. Les tribunaux ne se contentent pas de considérer le présent, ils créent des précédents. Une décision bien motivée rendue aujourd'hui peut limiter les actions des gouvernements futurs, quelle que soit leur orientation politique. C'est ce qui rend cette affaire si sensible pour le pouvoir exécutif actuel.
Parallèlement, l'opinion publique perçoit des signaux contradictoires. D'un côté, les discours officiels insistent sur la sécurité et l'autorité. De l'autre, les décisions de justice pointent du doigt d'éventuels abus de pouvoir et un mépris des garanties fondamentales. Cette dissonance alimente la polarisation et fragilise la confiance dans les institutions, un atout stratégique essentiel pour toute démocratie. Si le tribunal conclut à un outrage criminel, les conséquences dépasseront le cadre de la procédure judiciaire. Les autorités impliquées pourraient en faire l'objet de sanctions personnelles, et cet épisode restera dans l'histoire comme un exemple marquant de confrontation directe entre les pouvoirs publics. Même sans sanction immédiate, la simple constatation d'une conduite illicite suffirait à causer d'importants dommages politiques et institutionnels. Dans le contexte mondial actuel, marqué par les luttes de pouvoir et les récits concurrents, ce type de crise interne est perçu comme un baromètre de la résilience démocratique américaine. Les adversaires stratégiques chercheront à exploiter le moindre signe de faiblesse. Les alliés, quant à eux, réévalueront le degré de prévisibilité et de stabilité des décisions émanant de Washington. La suite des événements dépendra moins des discours publics que des décisions prises en catimini, au sein des tribunaux. Le pouvoir judiciaire semble prêt à aller jusqu'au bout. Le pouvoir exécutif, pour l'instant, marque une résistance. C'est entre ces deux pôles que se joue la crédibilité du système. Et la question qui demeure, inévitable et stratégique, est la suivante. Dans quelle mesure un gouvernement peut-il défier les décisions de justice avant que l'état de droit lui-même ne commence à s'effondrer ?